Chapitre 2. Le monde avant 1914. Dans les premiers mois de 1900, il se produisit une éclipse impressionnante. Durant 1 minute et demie, le soleil, caché par la lune, projeta une ombre géante qui avançait à 70 km par seconde depuis le Pacifique jusqu'à l'Atlantique et arriva à la tombée de la nuit jusqu'aux côtes de la mer Rouge. Très mauvais augure et noir présage pour un siècle prédestiné à la violence. Dès le début, une obsession se distingue clairement. Progresser, innover, changer le monde. Comme symbole de cette confiance démesurée, frisant la superbe, le premier aérostat rigide de tous les temps remonte son vol spectaculaire. Après 25 ans de travail, le comte von Zeppelin voit s'élever à plus de 400 mètres dans le ciel allemand l'énorme ballon qui populariserait son nom, le Zeppelin. Le XXe siècle allait être le siècle des masses, des désordres sociaux qui allèrent en montant jusqu'en 1905. Beaucoup y virent une menace au développement économique. La grève, la révolte et les revendications continuelles servirent toutefois à dynamiser l'activité et devinrent le moteur du progrès. En dépit des réussites sociales, les agitations s'étendent de l'Argentine à l'Angleterre. Au Chili est fondée la Fédération ouvrière et en Argentine, une confédération régionale ouvrière voit le jour. La Colombie inaugure ses premiers syndicats. En Espagne, la grève générale de 1902, provoquée par les anarchistes, accrut les conflits et mit brusquement fin à la paix sociale. La violence aboutit à Barcelone à la descente des troupes dans la rue et à suspendre les garanties constitutionnelles. Il y eut des morts et des détentions. La question sociale fut le problème permanent jusqu'au début de la Grande Guerre. Le pape Léon XIII, qui en 1900 s'était déjà rendu compte que les différences sociales et économiques portaient le germe de la discorde, meurt en 1903. Il fut le pape des ouvriers, celui de l'encyclique Rerum Novarum, où il exhorta le monde à aider les défavorisés, à écouter le monde du prolétariat. Le mouvement des suffragettes, héritier des mouvements féministes du milieu du XXe, demanda le droit de vote pour la femme partiellement obtenu en 1918 au Royaume-Uni. La femme entra à l'université. Le panorama européen s'annonçait plutôt sombre. En Italie, l'anarchiste Bresci avait tiré sur Humbert Ier à Monza, tandis qu'à Bruxelles, quelqu'un attenta à la vie du prince de Galles. C'était une campagne de l'anarchisme international qui tirait également sur le président nord-américain William McKinley en 1901 et dont les intentions étaient d'en finir de même avec les souverains d'Angleterre, d'Espagne, d'Autriche, du Portugal et de Russie. Sa mort, soudaine et tragique, mènera à la présidence à Theodore Roosevelt, qui suivit la politique impérialiste de son antécesseur. La reine Victoire meurt également en 1901 et avec elle une façon de faire de la politique. L'Angleterre voulait abandonner son isolationnisme, mais toutes les tentatives de Joseph Chamberlain de se rapprocher de l'Allemagne étaient utilisées par Guillaume II pour embrouiller les relations anglo-russes et envenimer le panorama politique. L'Europe vécut une époque d'alliance et resta configurée en deux grands blocs distanciés. L'entente cordiale anglo-française, à laquelle s'incorporeraient la Russie et la Serbie, et la triple alliance, intégrée par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. En dépit de cela, l'Italie se permettait le luxe de l'indépendance, si bien que Victor Emmanuel III s'entendit en secret avec la France, qui reconnaît les droits de l'Italie aux provinces libyques de Tripoli et de Cyrénaïca. Mais ce monde était dispersé par les méfiances, les conflits et les chocs coloniaux, la lutte pour les marchés et les concessions. Les désertions ni les affrontements belliqueux ne surprenaient personne. Les espions et contre-espions, les uns imaginaires et les autres réels, sortaient de partout. En 1905, l'empereur allemand Guillaume II débarqua à Tanger et se proclama défenseur de l'islam et pressa les puissances européennes pour qu'elles résoudent le problème marocain, étant donné que sa rencontre avec Nicolas II de Russie n'avait rien résolu. À la demande du Kaiser, une conférence fut tenue à Algésiras en 1906. L'Allemagne remporta une victoire diplomatique, victoire à la Pyrrhus, vu que la France et l'Espagne établirent des protectorats sur le territoire. En 1907, l'Angleterre se mit d'accord avec la Russie pour arrondir les angles de leurs respectives activités coloniales en Asie. La Russie reconnut les droits de l'Angleterre en Afghanistan et dans le Golfe Persique, et les Russes et les Anglais tombèrent d'accord pour laisser le Tibet tranquille.
À son tour, l'Angleterre amena le Japon à signer un traité d'amitié avec Nicolas II. Il se forma ainsi un bloc d'un pouvoir extraordinaire, France, Angleterre et Russie, avec leurs respectifs empires coloniaux et le visa et la connivence de l'empire nippon. La triple alliance venait de naître. La Serbie était un point sensible de la politique internationale. En 1903, son roi Alexandre Ier et son épouse furent assassinés aux côtés du Premier ministre, de deux frères du monarque et du ministre de la guerre. La situation internationale était complexe. En 1904, la Russie déclara la guerre au Japon, qui attaqua par surprise Port Arthur sous la domination russe. Le Japon mit en déroute les troupes tsaristes. Le désastre fut total, se traduisant par des milliers de morts et la chute de l'armement en main des Nippons. La Russie renonça à la Corée et perdit la domination de la moitié de l'île Sajal. Le Japon se stabilisait en Mandchourie et se convertissait en la puissance navale dominante dans le Pacifique. Le président nord-américain Theodore Roosevelt dut intervenir pour que le traité d'août 1905 soit signé à Portsmouth, fait qui lui valut le prix Nobel de la paix en 1906. Le tsar imposa la censure et les nouvelles se firent attendre, ce qui provoqua des désordres comme la mutinerie du cuirassé Potemkin. Lors du déroulement des incidents, l'équipage se souleva comme un officier tiré sur un marin, mutinerie qui se termina par l'hissage du drapeau rouge ondoyant sur le grand mât du navire ancré dans la mer Noire. Ce 27 juin, tous les officiers sont assassinés. En 1906, la crise de Bosnie mit l'Occident au bord de la guerre. Les ministres des Affaires étrangères, le russe Izvolki et l'Autrichien Ehrenthal, défendirent une politique impérialiste dans les Balkans. La Russie cherchait une issue dans la mer Noire à travers les détroits turcs, et l'Autriche ne voulait pas perdre son ascendant sur les Balkans. Les choses se précipitèrent. En 1908, le jeune Turc, parti qui avait en Turquie beaucoup de sympathisants dans l'armée, assuma le pouvoir à Constantinople en renversant le sultan Abdul Hamid. La modernisation du vieil empire était en marche, ce qui mobilisa l'Autriche qui voulut profiter de la situation pour s'annexer à la Bosnie-Herzégovine. La Russie donna son accord en échange de l'aide de l'Autriche dans sa recherche d'une issue dans la mer. Les Autrichiens occupèrent la Bosnie en octobre 1908 et en conséquence, la Bulgarie proclama l'indépendance et la Grèce s'annexa à la Crète. Toutes les pièces étaient déplacées en même temps dans ce jeu d'échecs compliqué. L'Italie, dont la politique internationale avait été erratique, crut l'heure arrivée de recueillir les fruits de sa diplomatie et exigea à la Turquie d'abandonner la Libye. La Turquie en fit peu de cas et l'Italie attaqua. En 1912, durant la conquête italienne de la Libye, la première bombe fut lancée depuis un aéroplane, des boîtes de nitroglycérine. Quelques années plus tard, en 1914, au début de la Première Guerre mondiale, des dards d'acier étaient jetés sur les gens depuis les avions en herbe du moment. La guerre italo-turque fut utilisée par la Bulgarie et la Serbie, qui en mars 1912 signèrent un traité protégé par la Russie, auquel se rallièrent ensuite la Grèce et le Monténégro. Ils déclarèrent tous la guerre à la Turquie. En 1912, durant la conquête italienne de la Libye, ils affrontèrent Rome à Istanbul, qui, traquée par les États balkaniques, signa la paix de Lausanne en cédant la Libye et les îles du Dodécanoso à l'Italie, y compris Rhodas. Pour sa part, le guêpier balkanique arriva à ses fins. Le Monténégro s'appropria Scutari. Les Serbes prirent Uskub et Monastir. Les Grecs prirent Salonique. Les Bulgares acculèrent les Turcs jusqu'à Istanbul, alors que l'Albanie déclarait son indépendance. La Roumanie attaqua dans le Danube et malgré les désirs de l'Autriche d'appuyer le pauvre tsar bulgare Ferdinand et d'attaquer la Serbie, l'Allemagne comme l'Italie s'y opposa, tout danger de conflit général étant ainsi écarté. En Europe, le sentiment nationaliste fut renforcé, ce qui favorisa le réarmement, les peuples soupçonnant que la guerre était chaque fois plus possible. Tout ne fut que défiance et mouvements diplomatiques de longue portée. Quelques peuples, comme le juif, sentent le battement romantique, l'appel de la vieille patrie où les persécutions et les pogroms antisémites n'existeraient pas. Un journaliste juif autrichien, Theodor Herzl, écrit en 1902, après avoir rencontré le sultan de Turquie, son livre La base du sionisme, Alt Nieuwland, Fiel Nouvelle Patrie, et invite ses coreligionnaires à émigrer vers la terre de leurs ancêtres, en Israël, où le philologue Eliezer ben Yehuda
est en train de préparer la grammaire de l'hébreu moderne afin qu'à leur arrivée, les immigrants puissent commencer à apprendre la langue biblique. Le monde arabe aussi se mobilisa. En 1912, Ibn Saoud d'Arabie enlevait aux Turcs l'importante province d'Al-Hassa et parvenait à donner à son peuple, mercuriel, changeant et nomade, un idéal collectif. L'Angleterre était particulièrement inquiète de la croissance du potentiel allemand, dont les sous-marins menaçaient la suprématie britannique dans la mer. De 1905 à 1913, il y eut 4 crises internationales, 2 relatives aux Balkans et 2 à l'Afrique du Nord. Les 2 fronts, d'abord diplomatiques, puis belliqueux, avaient pour origine la fin de l'Empire turc. Nicolas II ne faisait pas l'affaire pour régner. Il ne sut même pas s'entourer de gens capables. Il était changeant, le dernier à arriver. Il se trompa dans sa politique de russification qui enleva de l'influence à la culture allemande et française. Et dans sa pratique antisémite, le priva d'un élément humain intelligent, le juif. En 1903, il enleva à l'Église arménienne les fonds destinés à l'éducation et aux nécessités sociales, gagnant ainsi l'inimitié de son allié le plus précieux contre les Turcs. Les manifestations d'étudiants de 1900, auxquelles se rallièrent dans bien des cas des ouvriers fébriles, au lieu d'être pacificatrices en usant de mesures intelligentes et du dialogue, furent mises sur les chevaux des Cosaques. C'était le germe de la révolution bolchevique, terme russe qui signifie majorité, employé par Lénine pour désigner son propre parti, donnant à ceux de l'opposition minoritaire celui de mencheviks, aux minorités. Aux erreurs commises en politique intérieure, Nicolas II y ajouta une politique extérieure erronée. Il ne vit pas qu'il valait mieux laisser la Corée aux Japonais et conserver la Mandchourie. Son obstination lui fit perdre la flotte du Baltique dans le détroit de Tsushima en 1905, durant la guerre russo-japonaise. La défaite due aux Japonais amena beaucoup plus que des pertes territoriales. Elle amena la révolution. Le dimanche 22 janvier 1905, des fêtes sanglants eurent lieu à la porte du palais d'hiver à Saint-Pétersbourg, où les Cosaques réprimèrent une manifestation donnant la mort à plus de 1000 manifestants dirigés par l'ecclésiastique Gapon. Ils prétendaient seulement remettre au tsar un cahier de revendications coïncidant avec une grève massive de 100 000 travailleurs de la région. La politique nord-américaine fut orientée depuis le début du XXe siècle vers une prise de position dans le partage colonial. La guerre déclarée à l'Espagne en 1898 était un maillon de cette chaîne. Après l'effondrement du Maine, dans la baie de la Havane, l'opinion publique nord-américaine, échauffée par la presse et par les politiciens, obligea le Congrès, consulté par le président McKinley, à déclarer la guerre à la puissance coloniale. Ce fut une altercation courte. La même année, l'Espagne cédait, par l'intermédiaire du traité de Paris et une compensation de 20 millions de dollars, Cuba, Puerto Rico, Guam et les Philippines à l'Amérique du Nord. La politique nord-américaine fut impérialiste, avec des annexions comme celle de Hawaï et des îles espagnoles. La domination coloniale espagnole en Amérique et en Asie était ainsi héritée de l'Amérique du Nord, qui aspirait à étendre son influence à l'Orient et à participer à côté de l'Europe au partage de la Chine. En 1903, il acheta la zone du canal à Panama après avoir provoqué la scission de la Colombie et reprit les travaux qui seraient achevés en 1914. La lutte contre les trusts et les cartels marqua sa politique interne et il créa à cet effet en 1908 le FBI, organisme fédéral qui enquêterait sur les voleurs de terre de l'Ouest et les trusts de l'Est et les poursuivrait. Ce fut un moment brillant du pays en tant que nation. En effet, dès lors, il se dessina comme la puissance hégémonique. La force aérienne fut créée, et pour ce faire, il fallut convaincre le Congrès qui autorisa la construction d'un modèle militaire qui volait à 58 km à l'heure. Roosevelt fut un homme discret. Personne ne sut qu'il y voyait à peine de l'œil gauche. Il fit preuve de courage. Dans l'un de ses discours en vue de sa réélection, un fanatique lui tira dessus, et bien que le sang fût visible, il ne se retira pas tant qu'il n'eut pas fini son discours. Il tira toujours beaucoup de fierté d'être le premier président à monter dans un avion et dans une automobile. Son successeur, William Taft, qui avait été gouverneur général des Philippines après la défaite espagnole en 1898, gouverna le destin du pays de 1908 à 1912. Il n'était pas préparé pour affronter les temps modernes. Honnête, mais dépourvu de vision d'avenir.
En fait, il élimina de son cabinet l'aile progressiste de son parti, l'aile républicaine, dont la scission semblait inévitable. Le légendaire Ouest de Buffalo Bill et de Mae West disparaissait lentement. En février 1909, mourut le dernier chef Apache Geronimo, qui avait tenu en échec les troupes américaines. Le buffle commence aussi à disparaître d'une façon significative à cette époque-là, ne restant à peine qu'un millier d'exemplaires sur les 4 millions qui parcouraient les prairies un demi-siècle auparavant. La présidence de Thomas Woodrow Wilson, à partir de 1913, continua la politique interventionniste en Amérique du Sud. Au Mexique, le soulèvement de 1910 contre le président Porfirio Díaz supposa le début de la révolution dont le porte-drapeau était Francisco Madero, leader de l'opposition, avec l'appui d'Emiliano Zapata et de Pancho Villa, chef des Descamisados. En 1906, la situation politique en Espagne s'aggravait. Les élections ne semblaient pas servir à grand-chose parce qu'on les soupçonnait d'être frauduleuses. Pendant ce temps, Alphonse XIII, qui était alors à Paris, fut victime d'un attentat. Le roi épousa la princesse anglaise Victoria Eugenia de Battenberg et au moment de rentrer au palais, le couple royal subit un attentat. Le second qui prétendait en finir avec la vie du monarque. Ses majestés en sortirent indemnes, mais il y eut 30 morts. Lorsqu'en 1907, Léopold II de Belgique cède à son pays l'État indépendant du Congo, il ne fut pas difficile de comprendre pourquoi il le faisait. Les esclaves, l'ivoire, le caoutchouc, le bois n'étaient plus aussi rentables qu'antan. Il ne suffisait pas à couvrir les frais d'administration coloniale et de défense militaire. Les colonies n'engendraient que des guerres. Le monde contemplait inquiet, mais avec une certaine honte contenue, les succès de la Chine. La révolte des Boxers en 1901, qui durent assumer après leur défaite des réparations de l'ordre de 67 millions de livres sterling. En 1901 sont concédés les premiers prix Nobel. Le roi de Suède, le Parlement norvégien, décerne des récompenses à l'Allemand Wilhelm Röntgen pour l'invention des rayons X. En 1905, le juif Albert Einstein argumentait « Dans le monde, il n'y a pas de point de repère fixe pour mesurer les distances. » C'était la première loi de la relativité. Un ménage de scientifiques, les époux Pierre et Marie Curie, réussirent à isoler le polonium et le radium, fait d'une importance extraordinaire qui leur valut le prix Nobel de physique 1903. En 1911, Marie Curie reçut aussi le prix Nobel de chimie du fait d'avoir déterminé la nature du radium. Freud commence sa psychanalyse de Dora et publie l'interprétation des rêves, la complexité psychique étant abordée pour la première fois depuis la médecine. La psychiatrie fleurit et les travaux sur les troubles mentaux prolifèrent. Le savant espagnol Santiago Ramón y Cajal, prix Nobel de médecine en 1906, jette les bases d'une nouvelle discipline scientifique, l'histologie et l'étude du système nerveux, étant le créateur de la théorie des neurones. Le siècle démarre avec les secondes Olympiades de l'histoire moderne, celle de Paris. Le sport expérimente un essor inusité. On crée la Coupe Davis et on fonde l'Union cycliste internationale. En même temps, de nombreux records sont battus. La femme s'incorpore activement à la pratique des sports et se distingue même dans de certains d'entre eux, comme le golf. En 1904 sont célébrées les Olympiades à Saint Louis, Missouri, et en 1908 est célébrée à Londres la 4e Olympiade, après le renoncement de l'Italie à organiser les Jeux. « 1900 est l'année de l'exposition universelle de Paris. Plus de 50 millions de personnes défilèrent dans ces pavillons. Rien ne causa plus d'étonnement que le cinématographe, l'électricité et l'art nouveau. Sous le regard étonné des visiteurs, on exhiba un film où l'image et son étaient synchronisés pour la première fois. On projeta un fragment de Hamlet avec la voix de Sarah Bernhardt. Dans l'Angleterre de 1903, Edwin S. Porter présenta son film The Great Train Robbery, qui, d'après certains, marque le début de l'art et la technique cinématographique.
le cinéma avait fait ses premiers pas. En 1908, Blackton, Curted, Cole, Mackay et Sullivan rendaient possible la transposition de dessins du papier au film. Les dessins animés venaient de naître. Disney ne commencera pas à faire ses premiers courts-métrages avant 1922. La voiture fut l'objet d'améliorations. En 1903 apparurent les pare-brises. En 1905, les pare-chocs. Et un an plus tard, le rétroviseur. Elle commence à devenir le meilleur ami de l'homme et de sa compagne. Un des grands changements du siècle fut la croissance démographique urbaine qui congestionna les villes. Pour sortir à la rencontre de nouveaux besoins de transport, on inventa le taxi. Le premier apparut à Paris en 1904. C'est également l'époque dorée du tramway, transport entouré d'un halo de romantisme où écrivains, peintres et photographes situaient leurs histoires d'amour. Les premiers gratte-ciel firent leur apparition et les lumières au néon commençaient à remplacer les lampes à incandescence des affiches de la rue. La rue s'anime et mettre de l'ordre dans l'éparpillement labyrinthique n'était pas de chose aisée. Les feux de signalisation apparurent presque tout naturellement. Le premier régulateur à 2 couleurs fut utilisé à Cleveland, au carrefour de la rue 105 et de l'avenue Euclide en août 1914. 4 ans plus tard, ils furent introduits à New York avec les 3 couleurs actuelles. Dans cette ville fut inaugurée en 1913 la gare centrale, la plus grande du monde. 32 hectares où manœuvraient en son sein 143 wagons, tandis qu'on accédait par les passages souterrains aux hôtels et aux services de ses alentours. Le transport était une priorité à laquelle les nations avancées donnaient de l'importance. Et au milieu de cette euphorie tomba la douche froide du naufrage du Titanic, une nuit d'avril 1912. Un iceberg en finit avec le bateau le plus luxueux et le plus sûr, le plus grand et le mieux équipé, 5 jours après avoir quitté le port anglais de Southampton. Bien qu'il y eût des tentatives antérieures comme celle de l'anglais George Cayley ou de l'allemand Otto Lilienthal, le premier vol effectif, maîtrisé, offrant la possibilité de changer de cap et d'atterrir avec d'ordre, fut réalisé avec succès en 1903 par les frères Orville et Wilbur Wright, avec un objet monumental, rigide ou biplan, pesant 274 kg, doté d'un moteur de 4 cylindres et d'une puissance de 12 chevaux, qui se maintint en l'air et parcourut 70 mètres en moins d'1 minute. Tout au long de la décennie, voler se convertit en un sport. En 1909, le Français Louis Blériot traversa le canal de la Manche entre Calais et Dover dans un vol de 37 minutes. L'engin était un monoplan à hélice muni de 4 pales qui chauffaient tellement qu'il fallait le lubrifier en plein vol. La radiodiffusion en est à son tout début, mais a déjà annoncé ses possibilités en 1910. Les Nord-Américains, dans Woody et Picard, inventèrent la radio de galène, premier récepteur de l'histoire. Picasso monta à Paris en 1900 et ne mit pas longtemps à se situer en tête des avant-gardes artistiques. Il perçoit l'inquiétude, la soif de nouveauté des post-impressionnistes. Il absorbe, il passe tout au crible de sa personnalité artistique. Picasso est, à lui seul et en synthèse, l'histoire de l'art du XXe siècle. Le naissant Art Nouveau partageait l'attention des critiques et des connaisseurs avec les débuts du cubisme. Matisse, Rouault, Renoir et d'autres sont accueillis par la critique du Salon d'automne parisien en 1905 comme la cage des fauves. C'était le fauvisme qui se propose de ne refléter que la nature intime des choses, ce que Matisse appelait la nature naturelle, au coloris simple, dotée d'un équilibre et d'une pureté et de contours définis. Mais de 1890 à 1910, ce qui traduit le mieux le génie architectonique, c'est le modernisme. Antonio Gaudí crée le Parc Güell à Barcelone. Une nouvelle façon d'évaluer le monde s'impose. Cette tendance inconsciente donne à l'époque son identité spirituelle. Une attitude de position
tendu face à l'avenir, de substitution à l'héritage culturel d'une pulsion orientée vers le lendemain. Un futur de souffrance. Un avenir traumatique attendait au coin de la rue. La Première Guerre mondiale.